Bon, eh bien, bonjour, bienvenue à ce cours donc de la semaine du 26 mars. J'ai l'impression que j'ai eu un petit problème de numérotation de cours, là. Ça dit cours semaine 9, mais je ne suis pas sûr si ça devrait pas être semaine 10. Je vais vérifier ça, c'est un petit détail. Donc, on est bien aujourd'hui le 26 mars, et puis donc c'est le cours d'aujourd'hui. Et je vais commencer par un retour sur le mini-test. Je dois vous dire que le mini-test, ben, ça ne devrait pas être totalement une surprise, cette histoire-là. En fait, vous avez ici les statistiques de comment les différentes questions ont été réussies ou pas réussies à l'intérieur du cours. Je ne suis pas sûr de cette statistique-là. Celle-là ça ne s'affiche pas comme ça s'affichait tantôt. Mais en fait, vous voyez chacune des questions, et ça, c'est un des rapports auxquels on a accès. Donc, si je comprends bien, ça, c'est la question que vous avez faite de façon manuscrite. Je, voyons, Ahmad m'a dit qu'il a reçu environ 35 copies. Donc, à l'évidence, ça semble avoir été très laborieux. Ça semble avoir été difficile, perçu comme étant très difficile. Je ne sais pas si ça. Il y a certainement plusieurs niveaux de difficulté. Premièrement, se battre pour l'écrire, le résoudre, le photocopier, le uploader en temps de 30 minutes. C'était, je pense, attendu que ce ne soit pas nécessairement facile. Et c'est peut-être plus facile si on fait ça dans le cadre d'un examen final. C'est toujours ouvert qu'on fasse ça à l'examen final. Je n'ai pas décidé à 100% si je vais le faire ou pas. Vous voyez ici ce que le système me dit concernant l'indice de facilité de la question. Ça veut dire que ça a été très mal réussi. Je pense qu'il faut prendre acte. Et puis, il y a une autre chose qu'on regarde quand on... je vais avoir mon pointeur, je pense que c'est ce que vous voyez. Donc, je vais y aller avec le pointeur. Je vais y aller avec un pointeur de couleur qui est visible. Donc, ce que je disais, c'est que donc c'est la première question, faite sous forme manuscrite, uploadée. L'indice de facilité, donc vraiment pas réussi, mais faut quand même le nuancer là-dedans. Il y en a environ 35 sur 105 qui ont téléchargé, puis vous voyez les tentatives 95. Donc 105, c'est le nombre de personnes sur la liste. 95, c'est le nombre de personnes qui sont vraiment actives dans le cours. 35, je ne sais pas le nombre exact, il me semble qu'Ahmad m'a dit 36, mais je n'ai pas le résultat exact. C'est le nombre de personnes qui ont vraiment répondu à cette question-là. Donc, forcément, ceux qui n'ont pas répondu ont eu zéro, ce qui biaise très, très fortement cet indice de facilité pour le problème. Et le pouvoir de discrimination, ben, ça me dit, c'est ce qui fait la différence entre ceux qui ont bien réussi ou pas bien réussi. Donc, ça veut dire que on colle trop proche de zéro, là. Donc, on peut conclure que dans ce contexte-là, la question a été trop difficile, puis c'est pas nécessairement une expérience qu'on a beaucoup envie de répéter. Cependant, on constate qu'il y a deux questions qui ont eu des indices de facilité très bas. Donc, quand une question est trop facile, ça nous revient comme ça. L'indice de facilité est très, très, très élevé, et puis l'indice de discrimination n'est pas très, très fort. Donc, tout le monde a bon ces questions-là. En gros, ce que ça nous dit, pour résumer, c'est que tout le monde a bon ces questions trop faciles, puis les questions très difficiles, ou perçues comme étant très difficiles, c'est pas allé très très bien pour essentiellement tout le monde. Celle-là était peut-être correcte, celle-là et celle-là, ça allait vraiment pas. Et puis, ce que vous avez fait par écrit pour l'uploader, ça n'a pas l'air d'avoir très très bien fonctionné. Mais il y a une autre question pour laquelle ça n'a pas très bien passé. Et donc, ça, c'est le résultat qu'on voit pour le mini-test. Donc, conclusion, trop difficile. Je vais me permettre de redire et de rappeler que je l'ai fait comme ça. Je l'ai fait comme ça avec Ahmad parce que les étudiants dans le cours se sont plaints que l'intra avait été trop facile. Et je n'ai pas les données pour l'intra, mais effectivement, on peut voir que quand vous êtes bien drillé pour des problèmes, vous attendez le problème, il est évident pour vous. Ben, c'est un peu le résultat qu'on voit.
Donc, on peut très, très bien jauger a posteriori, mais là, ça nous prendra une classe cobaye pour voler le test, évidemment. Bon. Petite question? Oui, donc je vais ouvrir votre micro. Donc, Monsieur Wan Anjou, est-ce que vous avez des commentaires ou des points à mentionner? Je vous Euh, écoute. oui. Je voudrais juste dire en fait que pour la partie qu'il fallait uploader sur Moodle, en fait, c'est pas que on savait peut-être pas répondre à la question, c'est juste qu'on n'avait pas eu le temps de répondre aux autres questions et de faire cette question-là. Du coup, enfin, en tout cas de mon côté, j'ai préféré faire les autres questions et sauter cette question. Écoutez, je respecte tout à fait cette stratégie. Un étudiant, vous devez devenir un peu des bêtes à examen et c'est une stratégie que je comprends et que je respecte tout à fait de regarder les questions que vous avez devant vous, de voir que vous n'aurez pas le temps et de vous concentrer sur un sous-ensemble des questions pour maximiser une note. Je, je vous félicite de cette stratégie pour attaquer un examen. C'est la bonne façon de faire les choses. Donc, on peut dire que on s'est trompé, c'était trop long. Et puis, le résultat qu'on a en boomerang, en plein visage, c'est qu'il y a une question la plus longue. Et bon, puis on voit, bien sûr, c'est pas une surprise, là. Et c'était la première fois qu'on le faisait. Je pense qu'on s'apprivoise l'un et l'autre dans ce sens-là. Puis, je dois vous dire que la question qui a été posée, il y en avait une autre avant, et on en a discuté, Ahmad et moi, et on a conclu, en fait, Ahmad a dit, non, c'est trop compliqué, c'est trop difficile, si je leur donne ça va être catastrophique. Puis, en passant, si vous avez étudié le matériel du cours, je vais me permettre de sauter parce que j'en ai pris conscience en passant, en enregistrant. C'est fascinant comment le fait d'enregistrer un module de cours, vous savez, on dit souvent, si vous voulez savoir, si vous voulez vraiment maîtriser quelque chose, enseignez-le. Et c'est là que vous allez comprendre que vous ne le comprenez peut-être pas aussi bien que ce que vous pensez. Et je crois que c'est ici. Donc, je crois que c'est ici, module en source commune. Je ne suis pas sûr que j'ai uploadé le bon. Attendez un peu, c'est celui-là. C'est celui-là. Bon, évidemment, ça, c'est le genre de problème que je sais qui est très difficile et c'est pour ça que je fournis la réponse au long. Puis bien sûr, on ne peut pas poser une question comme ça en mini-test, mais oui, j'ai déjà posé des questions comme ça à l'examen final. Et est-ce que c'est lui? Oui. Est-ce que c'est lui qui a ce truc-là? Non, celui-là est très facile. Bon, je pense que j'ai oublié de uploader un de mes modules de cours, mais celui où il y a la dérivation qui s'étend sur plusieurs pages, ça a l'air que je me suis planté hier. J'ai oublié de uploader un de mes modules de cours, celui que je vous dis dans le manuel, je mets un X devant. Euh, pour ceux qui ont écouté le module de cours, je vous dis de façon transparente que ce problème-là, j'ai dû m'y reprendre 3 ou 4 fois avant d'avoir une réponse que je trouvais raisonnable. Et j'ai travaillé à peu près une demi-journée en incluant rentrer les équations dans le système. Donc, vous comprenez que si ça me prend une demi-journée pour réussir à trouver une solution potable, pour recréer les slides, pour résoudre un problème, c'est définitivement un problème qui est beaucoup trop touffu, qui est beaucoup trop. Il n'est pas vraiment si difficile que ça. Il n'y a rien de fondamentalement difficile là-dedans. Mais quand on enchaîne des développements analytiques sur 10, 12, 15 équations, puis qu'il faut faire 20 calculs, puis il faut résoudre 3 ou 4 quadratiques en route, la probabilité que vous fassiez tout ça sans faire une erreur, puis je suis pas une personne qui fait 0 erreur quand je résous ces trucs-là. Donc, j'ai senti la difficulté de ce problème-là. En clair, j'en ai bavé en le faisant. Donc, je vais pas poser des questions comme ça. Mais je ne crois pas que le dernier mini-test était à ce niveau de difficulté. Mais j'en parle vraiment beaucoup avec Ahmad et les échanges qu'on a, lui et moi. Euh, c'est intéressant. Ah, OK. OK, OK, OK. Ah, ben merci, Monsieur Hébert, je ne savais pas. Je ne savais pas, donc on va. OK, d'accord. Donc, ben merci, Monsieur Hébert. Je ne savais pas si j'étais sur cette liste. On m'a dit qu'il y a 35 examens. Ah, d'accord, OK. Ben écoutez,
C'est intéressant. En date de hier, cette information-là n'était pas publiée. Elle a été approuvée au conseil académique, mais elle ne circulait pas. Donc, monsieur Lee, à quel endroit on trouve cette information-là? Donc, on va faire l'examen. On doit faire comme c'est annoncé. On va le faire en présentiel. Je pense que c'est beaucoup mieux. Donc, c'est OK. Parce que c'est intéressant, là, vous allez trouver ça drôle, là, et vous me l'apprenez. Donc, je ne le savais pas. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup. D'accord. Donc, merci. Donc, on va s'adapter en conséquence. On a un mois pour s'adapter. Et on va vous faire un examen de façon classique. Et vous allez, donc, toutes ces couches et ces difficultés vont disparaître. Donc, si vous voulez, ben, je peux arrêter d'en parler parce que c'est moins approprié. Cependant, certains d'entre vous m'ont demandé, pouvez-vous revenir avec une correction de ce qu'il y a pour le mini-test? Et donc, ça, en fait, c'est Ahmad qui me l'a préparé. Donc, Ahmad a développé ces corrections pour le mini-test. Donc, c'est je pense que c'est une des questions qui vous posait, c'est la question 1 que vous deviez remplir ou faire à la main. Donc, on peut regarder ensemble la solution à cette question. Et puis, en passant, ça fait partie des problèmes à peu près les plus simples et les plus faciles qu'on peut poser avec un MOS. C'est vraiment un problème basique. Et dans ce problème basique, ben, si on le regarde, on a le on a ce transistor qui est auto-polarisé. Puis en fait, vous vous rappellerez que l'exercice, je l'ai fait au long dans le module de cours. C'est un exemple que vous avez et c'est le premier problème qu'on pose. Et une fois qu'on a intégré les notions, on ne sait pas faire un problème plus facile que ça avec un MOS. Si on ne fait pas un problème comme ça, on ne fait pas de problème du tout. Donc, vous avez ici donc ce MOS qui est auto-polarisé avec ce 10 mégaohms entre le drain et la grille, un couplage capacitif, le infini, il dit c'est un peu un code là, de dire C infini, ça veut dire que le condensateur est grand, et si le condensateur est grand, c'est que ça se comporte comme un fil, et ce condensateur grand qui se comporte comme un fil, donc il connecte le signal à l'entrée, il est auto-polarisé avec VDS égale VGS, donc forcément VDS est plus grand que VGS moins VT, donc nécessairement le transistor est saturé, et donc est saturé dans le sens se comporte comme une source de courant, et donc là on peut, le courant, je vais lire le problème, là, pour le transistor, on vous donne le cas du transistor et le VT de 1 volt, on vous donne le seuil, on vous donne une tension de Hurley. Quelle est la valeur de RL? Quelle est la valeur de RL pour avoir VD et ainsi de suite? Donc pour RL égale R, RL égale R, je sais comprendre le code là-dedans, là, RL égale R. Ah oui, bien sûr, chaque étudiant a un R différent. Donc, quelqu'un qui voudrait s'amuser à copier, c'est quelqu'un qui voudrait partager une réponse, ben ça ne marche pas, parce qu'effectivement, R est un paramètre. Donc, là, on vous dit pour RL égale R, résoudre. Je vais regarder qu'est-ce que ça donne, comment il m'a fait la réponse. Donc, ID est égal à K fois VGS moins VT au carré. Donc, ça, c'est le K qu'il a fourni. Donc, il résout ici pour VD est égal à racine carrée de I plus 1 fois V. Bon, je ne sais pas d'où il sort cette équation-là. Donc, un petit peu, je vais le regarder ici. K, ah oui, donc si K est égal, en fait, rappelez-vous que le grand K, et ça je vous l'ai dit, c'est un piège, ce piège classique, le grand K c'est 1 demi de ça, le 2 qui est là devient 1, et là VGS est égal à VDS, donc VGS étant égal à VDS, c'est VD moins VT1,
Donc, évidemment, est-ce qu'on peut trouver des données plus simples que 1 VD moins 1 au carré? Donc, et là, ensuite, ben, il faut résoudre pour VD. Donc, il faut inverser l'équation pour trouver VD. Et à partir de là, on peut trouver le GM, qui est le GM qui est 2K fois VGS moins VT. C'est une des formes. Il y a aussi l'autre forme équivalente qui est avec le racine carrée de 2KID, là, ou 4KID, pardon, racine carrée de 4KID une fois que vous avez le K. C'est une autre façon de trouver la même chose. Et donc, ça vous donne le GM. Ensuite, le R0, c'est VA sur I, avec V0 sur VI. V0 sur VI, donc, pourquoi il fait V0 sur VI ici? Donc, je regarde, j'ai le GMRL qui est en parallèle avec le RG, qui est là, et qui est en parallèle avec le R0. Donc, Vout sur VI est égal, ça c'est pour trouver le Vout sur VI, pourquoi il le pose comme ça? Vout sur VI, c'est même quand je le vois comme ça, c'est pas si évident. Il faudrait retourner au module de cours pour l'avoir comme ça. Ça, c'est juste la solution. Je dois dire que là, ce bout-là, il me surprend un petit peu dans sa solution. Donc, si je m'en vais ici, c'était quand on regardait le modèle grand-petit signal. C'est le problème, c'est ce problème qu'on avait ici. Donc, c'est exactement ce problème. Attendez un petit peu, c'est exactement ce problème. Exactement ce problème, c'est exactement ce problème. Donc, essentiellement, vous auriez pu prendre ce problème sur votre feuille et vous en servir comme modèle. Donc, on a le R0. Là, en fait, il y a qu'est-ce qu'il est en train de faire dans la solution. Le AV est ici. Je sais pas, il faut voir dans quel ordre il a exprimé. Ahmad m'a exprimé la solution. Là. Donc, je vais regarder, je vais retourner à la solution. Je vais passer d'un à l'autre. Ça, c'est le problème ampli, source commune, ampli, grille commune, polarisation. C'était dans polarisation. Sinon, c'était pas dans polarisation. C'était dans le modèle grand petit signal. Et c'était là. Donc, là, qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de calculer si je retourne à la solution, correction mini-test, donc ampli source commune, correction mini-test. OK. Pourquoi il veut avoir V0 sur VI? Il veut avoir V0 sur VI parce qu'il l'a demandé. Donc, trouver pour RL sur R, trouver VD. D'accord? VD, ID, GM, R0, V0, VI, AV et RI en fonction de I pour une source de courant. Bon, OK. Ça fait beaucoup de choses à calculer, j'en conviens. Donc, V0 sur VI, où est-ce qu'il sort de V0? Vout sur VI. Vout sur VI. Vout sur VI. C'est Vout sur VI, ça pourrait ressembler au gain. Je dois vous dire que là, je ne suis pas très sûr de sa réponse pour celui-là. Je vais le regarder comme il faut. Il me surprend un petit peu ici, là, avec son V0 sur VI. Est-ce que je l'ai vraiment comme ça? Attendez un peu. Je retourne au module de l'ampli source commune, non polarisation, non modèle grand petit signal. V0 sur VI, donc il voulu être créatif là-dedans. Donc, moi, ça c'est ce qu'on fait. Je vais retourner ici, je vais retourner avec quelque chose de plus visible que le jaune. Donc, GM est là, le ROUT est là, V0 sur VI, je ne sais pas d'où il le sort. Parce qu'en réalité, si je fais Vout sur VI, probablement que c'est dans un but de calculer l'impédance de sortie, mais je dois dire que sa solution n'est pas très, très verbeuse. Oui, t'en as un petit peu, M. Tournier. Où est-ce que je... Commentaire?
Question? Votre micro est ouvert. Est-ce que vous voulez parler ou pas? Non? OK. Donc, je retourne ici. En fait, en passant, si vous avez des questions pour le mini-test d'aujourd'hui, c'est peut-être plus pertinent que de vous casser les pieds avec le mini-test de la semaine passée. Donc, si vous avez des questions par rapport au matériel pour le mini-test d'aujourd'hui, je suis tout à fait, disons, volontaire d'y répondre et aller là. Donc, je retourne test, je retourne test, euh, correction. Et ben là, je suis pas sûr de pourquoi il a fait ça. V out sur VI. Oui, qui veut parler? Monsieur Tournier, votre micro est ouvert. Oui, désolé, j'ai été quelqu'un de l'IA, mais je pense que sur la diapositive 14 de source commune, je pense qu'il y avait la formule V sur VI, c'était moins GM fois R équivalent. Ça peut-tu que ça vienne de là? Laissez-moi la retrouver. Évidemment, vous voyez que se balader entre des écrans, c'est pas facile, là. Et je vais retourner au bon endroit. Vout sur VI. Vout sur VI. Je retourne à source commune. Grille commune. Non, c'est pas ça. Excusez, je me balade. Là, je me suis mélangé dans les affaires. Désolé. Vout sur VI. À quelle place vous voyez ça? Je pense que c'est juste une avant ça, une diapositive avant ça. Je pense que c'est la 14. Ouais. C'est la 14. dernière ligne. Sur VI. Il n'y a pas vraiment Vout sur VI ici. Bon, moi, je ne le vois pas. Là, si je m'en vais ici. Mais sur la dernière diapositive, monsieur, il y avait, c'était AV est égal à VO sur VI, puis à la dernière ligne, il y avait AV est égal à moins GM R équivalent. Ici, là, hein? D'accord. D'accord. Ah, merci, merci, merci. J'étais, ben, en fait, AV, le gain de tension, V out sur VI à mi-bande, c'est V0 sur VGS. Disons que je constate qu'il avait posé beaucoup de questions. Donc, ce qu'il voulait, semble-t-il, c'est le gain, V out sur VI, mais AV ben, est exprimé ici. Donc, je ne suis pas très sûr de où il a sorti sa formule, parce que quelqu'un qui aurait sorti cette équation-là, je pense qu'il aurait été obligé de l'apprendre, il aurait été obligé de l'apprendre comme ça aussi. Donc, je ne sais pas si... Je suis en train de voir là, que je ne suis pas 100% d'accord avec le solutionnaire. Donc, merci de m'avoir aidé à trouver où était Vout sur VI, mais ça aurait été plus, je pense, simple de demander carrément le AV. Puis dans le AV, bien, vous aviez la réponse sur vos slides. Et si j'essaie de retourner à son solutionnaire, évidemment, comme souvent, ce genre de solutionnaire, je ne sais pas si je pense que je vous apprendrai rien si je vous dis que taper des solutionnaires, c'est long. Donc, je prends le solutionnaire qui m'a fourni. GMRL en parallèle avec RG en parallèle. Le problème que je vois dans ce qui est écrit présentement, là, puis je pense tout haut avec vous, là, c'est que Vout sur VI, le RG, il n'est pas vraiment en parallèle là-dedans. Parce que, donc, autrement dit, là, je suis en train de vous dire que je ne suis pas convaincu du tout de ça, mais le moins GMRL, ça oui. Mettons que je me pose des questions sérieuses, il faudrait que je parle à la maths, là. Il n'y a rien comme tenter d'expliquer quelque chose pour s'apercevoir qu'on n'avait pas vu ce détail dans les détails du solutionnaire. Vout sur VI est égal à moins GMRL. Vous avez accès au module de cours. Vous avez accès à AV est égal à moins GM R équivalent, qui est égal à V0 sur VI. Donc, vous auriez pu, c'était légal, le plugger directement GM R équivalent. OK? Puis le R équivalent, ben, c'est quoi? C'est R0 en parallèle avec RD en parallèle avec RL. Ah, et donc R équivalent, et là, c'est moi juste remonter au modèle petit signal. Le problème, c'est que je suis en train de résoudre le problème, là.
R0 en parallèle avec RD en parallèle avec RL, mais pas avec RG. Donc R0 en parallèle avec RD en parallèle avec RL. Je retourne à la correction, puis R, ce qui me plante, là, ce qui me plante solidement, c'est que ça c'est faux. D'accord? Ça, c'est le solutionnaire de Hamad que je suis en train de regarder, là, hein? Donc, Hamad me donne une équation et son solutionnaire, il y a un bug dedans. Je vous ai dit, on est tous des humains, tout le monde fait des erreurs. La réponse, elle est là. Et pourquoi je m'accroche puis je m'enfarge, là? Parce que je suis honnête avec vous. Je ne fais pas de bouillie. Le RG qui est là, il est faux. Et le RG qui est là, il est faux. Et la vraie réponse, c'est vraiment RD. Et la vraie réponse, c'est GM R équivalent. Cependant, c'est le cas de figure où c'est vrai pour moi, c'est vrai pour Hamad, c'est vrai pour vous. Je fais une erreur, puis je la fais à un endroit où elle peut être sans conséquence. Donc, je retourne ici. Donc, mettons que dynamiquement, très, très embarrassant pour moi, je ne vous cache pas, mais je m'en vais ici, je dis OK, dynamiquement, je déclare que ça, c'est une erreur. Il aurait dû écrire il aurait dû écrire RD là-dessus, là. C'est pas RG, mais la réponse, c'est GM, RL, R équivalent. Vous avez obtenu le GM, vous avez puis le R équivalent devient RL, mais en fait, oui et non, parce qu'il faut calculer le R0. Est-ce que le R0 est négligeable? En fait, là, c'est à peu près égal à, ça dépend de la valeur du R0 et du I, qui vous permet finalement de calculer l'autre terme, vous aviez l'équation. Donc, oui, j'en conviens, c'est finalement, faire ça en 5 minutes, c'est pas un problème facile. Et puis là où Hamad vous a vraiment vous a torturé, c'est en vous demandant de calculer tous les paramètres. Donc, en vous demandant de calculer tous les paramètres, il faut vraiment retourner à tout. Donc là maintenant, pour I est égal à 1 milliampère, ça c'est un coup classique, hein? Si je mets la question difficile en premier, les étudiants s'étouffent puis arrêtent dans le problème. OK. Donc, mettons que pour I est égal à 1 milliampère, trouvez RI V0 sur VI. Puis là, je vous ai dit, ce n'est pas des choses que je fais de tête. Oui, oui, oui. Oui, monsieur Zarad. Micro ouvert. Oui, bonjour monsieur, vous m'entendez? Oui, oui, oui. Parfait. En fait, moi, ma question, c'est à propos du courant de Gris. J'aimerais bien savoir c'est quoi son expression si on est dans le mode triode. Le courant de Gris, c'est égal à quoi? Si vous êtes capable de baisser un petit peu le volume, c'est comme si votre captation était trop forte, vous saturez, et vous êtes un peu moins intelligible. Ok, maintenant, est-ce que c'est mieux? Oui, ça va bien, allez-y. Parfait, merci. En fait, j'aimerais bien savoir pour le courant de Gris, c'est égal à quoi quand on est dans la zone triode? Le courant de grille, c'est bien ça que vous me Oui, posez quand on... la question? Bien, le courant de grille en polarisation pour un MOS, il est toujours zéro. Même si on est dans la zone triode? Regardez, je vois le paradoxe de votre question. Je vois très bien le paradoxe de votre question. C'est une excellente question. Mais retournez au fondamental. Il ne peut pas y avoir de courant de grille. Et si vous avez un modèle qui vous dit qu'il y a un courant de grille, le modèle est faux. Donc, la transformation du modèle en T, rappelez-vous, c'est vraiment une excellente question ce que vous posez, qui amène à un paradoxe. Quand je me suis amusé à jouer à ça, votre question, dans le fond, c'est en train de me dire, quand je suis dans le mode triode, je ne suis plus dans le mode saturé. Est-ce que cette transformation est valide? Non. Cette transformation n'est plus valide. Quel est le modèle en T dans le mode triode? Ben, pas communiqué dans le pot. Il n'y en a pas. Donc, il n'y a pas un modèle en T disponible et cette analogie est fausse. Cependant, si vous retournez au fondamental, donc cette équivalence qui est faite ici, elle ne marche pas. Donc, comme l'équivalence ne marche pas, ceci n'est plus vrai,
ceci n'est plus vrai, mais retournons au fondamental, retournons aux bases, ça c'est toujours vrai, sauf que le courant qui est là, c'est le modèle triode qui s'applique. Donc il faudrait remplacer ça ici par le courant dans le mode triode, et au fondamental, il n'y a jamais de courant de grille. Donc, vous m'amenez, votre question m'amène à vous dire, dans le mode triode, j'ai pas le droit de faire ça. Dans le mode triode, ceci est faux. Dans le mode triode, je suis obligé de retourner au modèle grand signal. Puis dans le modèle grand signal, le courant de grille est 0. Et là, je suis obligé de retourner au fondamental. Et pour retourner à mon fondamental, écoutez, est-ce que j'ai le module de cours? Je ne suis pas sûr. Est-ce que c'est ça? Voilà. Donc, ceci est toujours vrai. Toujours vrai. Donc, le courant à mettre dans la source de courant, donc, en fait, ceci est toujours vrai, mais il faut remplacer par le courant dans le mode triode. Est-ce que j'ai l'équation avec le courant dans le mode triode? Je ne l'ai même pas dans ce module de cours-là. Donc, vous me posez une très bonne question, mais qui est comme mal conditionnée, dans le sens où quand on est en train d'analyser avec le modèle petit signal pour trouver un gain, on suppose qu'on est dans le mode saturé, mais si on est dans le mode triode, tout l'édifice s'effondre, ces équations-là sont fausses, et là, pour donner... voilà, bon, finalement, c'est ce que je vous dis, là, retourner au fondamental. Ça, c'est le mode saturé, mais le courant au complet, ça, c'est toujours dans le mode saturé. Je suis obligé de retourner encore, et, ben, en fait, l'équation dans le mode triode, est-ce que je l'ai dans ce bloc de slide-là? Je ne l'ai même pas dans ce bloc de slide-là. Il faudrait que je remonte au bloc de transparent précédent et je ne m'attendais pas aujourd'hui à devoir remonter aussi creux pour répondre à votre très bonne question. Pas la question qui est mauvaise, c'est une excellente question. C'est que le modèle petit signal, supposant que le transistor est en mode saturé, ne s'applique pas. Il faut retourner au modèle en mode triode, et c'est un des modules de cours que je n'ai pas chargé sur VIA aujourd'hui. Je pourrais si c'est pas clair pour vous, je peux passer dans un mode partage d'écran puis y aller. Est-ce que j'ai En répondu? fait, c'est bon, je vous remercie. Oui, vous avez très bien répondu à ma question, j'ai bien compris. Et donc, pour moi, la conclusion, c'est que le courant de grille, c'est toujours égal à zéro, que ce soit on est dans la zone triode ou dans la zone saturation, c'est toujours pareil, c'est toujours nul. En polarisation, bien sûr. Oui, à une petite nuance près. Et ça, c'est un des pièges de l'ingénieur. J'ai un très grand défaut, je vais vous le dire. J'ai vraiment la pensée de l'ingénieur. Et quand vous me donnez une réponse qui n'est pas totalement exacte, je résiste à vous dire oui. En polarisation, c'est vrai que le courant de grille est zéro, même dans le mode triode. Cependant, ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas un courant signal. Donc, si j'allais dans un mode signal avec un signal AC, est-ce que le courant qu'il y a dans la grille est zéro? Ce serait le courant qui passe dans un condensateur. Donc, la réponse courte à votre question, c'est oui, le courant de grille est toujours zéro. Maintenant, si on s'intéresse au courant signal qui passe par la grille, ben, il ne sera pas zéro. C'est le courant qu'il y a dans ce condensateur entre la grille et le canal. Ça va? J'espère pas vous avoir mélangé. Oui, OK. non, non, ça va, c'est très clair. Merci beaucoup. Puis j'aurais peut-être quelque chose à vous dire aussi, c'est plutôt un petit commentaire que j'aimerais bien vous transférer. Oui. En fait, je sais que c'est la première fois que vous donnez le cours à distance et que vous êtes genre, en train de voir comment calibrer les choses et tout. Mais c'est juste pour vous parler un peu du TP. Par exemple, le TP2, moi, personnellement, ça m'a pris comme 20 heures pour le faire. Moi, ça m'a pas dérangé car j'avais la semaine de relâche pour le faire et tout, donc je me suis organisé pour avoir le temps nécessaire pour le faire. Sauf que pour le TP3, je remarque qu'il est vraiment très, très lent aussi. Ça a l'air de quelque chose qui va dépasser les heures que je peux consacrer pour faire un TP. Et donc, j'aimerais bien juste vous transférer ce commentaire. J'ai regardé que le chargé a minimisé un peu la taille du TP, sauf que selon moi, ça reste encore très, très lent car en fait,
si vous regardez, il y a aussi le côté de transcription sur Word, on va écrire les équations et tout. Ça nous prend énormément de temps. Et en plus, nous, avec le TP, on essaie de comprendre le cours. Donc, quand on regarde un exercice de TP, on n'a pas directement la solution dans la tête. Donc, on essaie de chercher un peu ici, là, pour avoir une Donc, c'est réponse. encore trop long? Et écoutez, oui, je Selon moi, oui. comprends. Je comprends très bien. Et d'habitude, c'est toujours une question que je pose. Combien de temps ça vous a pris? Donc, le TP3 est encore trop long, selon vous? Selon moi, oui. Selon moi, oui, c'est encore très très long. Bah, jusqu'à maintenant, moi, j'ai passé comme peut-être 6 heures de travail cette semaine pour la première semaine du TP3, mais j'ai à peine fait les deux premiers exercices. Car, en fait, comme je vous ai dit, moi, j'essaie avec moi, et je pense que c'est la plupart des étudiants, c'est pareil. On essaie de comprendre le cours avec les exercices du TP. Donc, quand on regarde un exercice, on n'a pas directement la réponse pour commencer à l'écrire vite fait et puis passer au prochain exercice. Au contraire, on regarde les notes de cours, on regarde parfois les capsules, on cherche sur Internet pour trouver des réponses et tout. Et ensuite la chose qui nous prend aussi de temps, c'est l'écrire sur Word. On essaye d'écrire les équations sur Word et tout pour rendre quelque chose de professionnel. Et ça aussi, ça prend énormément du temps. Mais je viens de vous le dire et je le sais. Le problème que je vous dis qui était si long dans le module de cours, c'est taper les foutues équations. Les faire de façon manuscrite, c'est définitivement plus rapide. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je comprends très bien. Non, écoutez, OK, je le reçois positivement. Je l'accepte. Je vais reparler à Nader et on va dégraisser encore. D'accord? Merci beaucoup, monsieur, c'est très gentil. Moi, je voulais juste vous transférer mon commentaire. Mon but, c'est juste d'améliorer la façon de faire le TP et de comprendre le cours. Et je vous remercie énormément pour votre compréhension. Merci. D'accord. Merci. Merci. D'accord. OK. Est-ce que vous avez d'autres questions pour tenter de... En fait, je ne sais pas combien... je réalise que... Peut-être que j'essaie de passer à un autre problème. Je vois bien là, pourquoi faire... Et puis vous comprenez, écrire de façon manuscrite des solutions à ces problèmes-là, ça enlève cette couche de taper des équations. Et oui, ça prend du temps. En bon canadien, c'est time consuming puis c'est error prone. Donc, c'est facile de se tromper et on peut avoir compris puis se tromper. D'accord? Puis c'est long, ça prend du temps. Puis, vous peut-être commencer à comprendre maintenant pourquoi j'ai mis je conserve le bipolaire avant le MOS. En passant, Cédra Smith a choisi de faire l'inverse sur son édition 7. Mais moi, personnellement, je ne suis pas d'accord. Donc, choix éditorial, je garde le bipolaire à l'avant. Mais en fait, je peux argumenter que le MOS est devenu bien plus important que le bipolaire. Mais en termes de séquence d'apprentissage, cette fichue équation quadratique qui va tout le temps sortir à chaque fois qu'on essaie de résoudre manuellement, elle est incontournable, elle rend les problèmes difficiles, c'est toujours le cas. Et on ne peut pas en faire le tour. Et je vous dis aussi à plusieurs fois dans le module de cours, dans la vraie vie, mais les gens qui travaillent avec moi, qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout en simulation. Ça devient tellement complexe que résoudre les choses de façon analytique, normalement, c'est trop complexe. Maintenant, vous le faites au labo, l'examen du cours est un médium différent, donc il faut s'ajuster. Puis, en tout cas, bon, bref, j'irai pas plus loin. Je pense que vous comprenez la problématique. Je pense que vous la souffrez, la problématique présentement, puis on va ajuster le labo. Donc, pour essayer de faire quelque chose qui est peut-être de susciter d'autres questions utiles. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur ce problème-là. Donc, il est là, il va être disponible pour vous, mais ce n'est que l'exercice. En fait, je peux le publier, mais ça n'apporte rien de plus que ça apporte rien de plus, pas que celui-là, que ce module et ce module, polarisation, modèle grand petit signal. Je retourne ici. C'est vraiment ce problème. Et c'est un problème basique quand je l'ai fait dans le module de cours. Je vous ai dit qu'il n'était pas nécessairement évident.
Et c'est le premier problème qu'on peut poser. Et si on veut avoir des problèmes plus complexes, on peut faire des problèmes plus complexes comme on veut. Mais c'est un peu comme je dis souvent, c'est quand la dernière fois que vous avez sorti vos séries de Taylor pour calculer à main un sinus ou un cosinus? Jamais. Vous sortez votre calculatrice et vous le calculez. Donc, il y a des genres de choses comme ça. C'est important de savoir, par exemple, qu'il y a un effet Miller qui réduit la valeur de l'impédance. Mais retenir toutes les équations qu'on peut développer par cœur, c'est pas intéressant et ça devient trop compliqué, puis personne n'est capable. Pas grand monde, en tout cas, est capable de le faire. Monsieur Morin, j'ouvre votre micro. Je m'en allais retourner à quelque chose que j'espérais puiser. Allez-y, Monsieur Morin, micro ouvert. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, bien. Vous m'entendez bien? OK. Je me demandais, dans les diapos de l'amplificateur à drain commun, à la page 7, le gros problème que vous avez fait, vous avez expliqué pourquoi est-ce que VGSQ1 est égal à VGSQ3, mais j'ai pas trop compris dans vos diapos pourquoi c'était équivalent, en négligeant. Je viens de constater, là, je ne sais pas si vous réalisez, j'ai téléchargé à peu près, en fait, 12 documents, mais pas le bon. Bon, donc je veux juste prendre, avant de m'énerver, là, c'est dans quel module? C'est pas grille commune. C'est quoi? C'est le drain commun? Drain commun, ouais. Bon, là, je me suis planté. J'ai pas téléchargé le module drain commun. Donc, il n'est pas dans VIA présentement, ce qui ne m'empêche pas de l'ouvrir. Donc, je vais l'ouvrir, puis je vais le faire en partage d'écran, d'accord? Et je vais vous confesser que pendant que je donnais le cours, j'ai réalisé qu'il y a un détail de la dérivation que j'avais oublié depuis l'année passée et que j'ai pas été le plus clair du monde quand je le présentais. Maintenant, c'est lourd et c'est long de réenregistrer un module de cours, donc je ne l'ai pas refait, mais je vais vous amener exactement au point que je considère le point critique. Là, je suis en train d'ouvrir mon matériel de cours. Je suis en train d'aller chercher le module drain commun. J'y suis presque. Ça va me prendre une autre minute avant d'être au bon endroit pour discuter intelligemment, pour répondre à votre question. Donc, attendez un peu. Je retourne ici. Je retourne ici. Matériel pédagogique. Le module sur le drain commun. J'ai trouvé le module sur le drain commun. OK. Je l'ouvre sur mon autre écran. Juste pour vous dire que pour remplir le vide, c'est toujours perturbant le vide. Donc je m'en vais dans le mode partage d'écran. Si je peux trouver l'onglet. Je m'en vais dans le mode partage d'écran. J'accepte le partage d'écran. Et là, vous devriez voir de façon imminente le module drain commun. Oui, on le voit. Ça va? Et là, je suis C'est rendu. page à la OK. Là, je vais vous dire quelque chose. Et ça, je l'ai fait sur la slide, là, mais je réalise a posteriori, c'est probablement un des passages les plus laborieux, les plus difficiles dans le cours. Et en fait, ça a un niveau de complexité. Maintenant, ça fait quelques fois que je le réenseigne. C'est ça où je vous dis que j'en ai vraiment bavé personnellement à arriver là. Et j'ai hérité d'un matériel de cours qui était buggé. Donc, le prof qui a enseigné le cours avant moi, qui a monté le cours, s'était fourvoyé, puis il ne comprenait pas que sa dérivation était fausse, puis aucun étudiant était capable de lui dire, mais monsieur, ça ne marche pas, cette affaire-là. Et un problème comme ça, c'est ça qui m'a pris, moi, 3 heures, puis probablement 4 essais pour y arriver. Et le point délicat là-dedans, c'est qu'il y a 2 formes de l'analyse. Comme j'ai dit dans le module de cours, je ne sais pas si je peux avoir un pointeur ici. Cette interface-là est beaucoup moins bonne que l'interface de VIA. Donc, je vais ouvrir lui. Je vais essayer d'avoir un pointeur ici. Excusez-moi, là. Très bon avec ça. Je pense qu'en haut de l'écran, vous pourriez arrêter
À droite, je pense qu'il y a un pointeur tout en haut. Tout en haut du centre de votre écran. Ouais, ça c'est un surligneur. Ça, non, ça c'est moi, c'est ma signature, c'est pas trop bon. Ça, je voulais faire. OK. Close. C'est pas ça que je voulais faire. C'est quasiment tout le temps ça que je fais à l'intérieur de ce module-là, signer des formulaires pour les étudiants. C'est pour ça qu'il m'a fait ça. Je vais aller à Tools. Je vais aller à Comment. OK. Je vais fermer ça. Et donc là, je vais aller avec un crayon. D'accord. Donc là, ça devrait marcher. Donc, si je m'en vais ici, cette question-là est tout à fait correcte. Cette question-là est tout à fait correcte. Cette question-là est vraiment difficile et c'est un des points les plus difficiles dans le cours. Déterminer les points où l'amplificateur va écrêter. On peut dire saturer, ce qui m'amène bien sûr au double sens de saturer. Donc, et là, si j'avance dans le module de cours, et si vous pouvez, je vais vous dire ce qui est le point qui m'a, j'ai un peu un remords de la manière dont j'ai enregistré le cours. Je ne sais pas si ça va répondre. OK, ça répond. Donc, ça ici, c'est un problème classique. Ça, c'est légal et correct de le poser. Est-ce que ça va là-dessus sur ce bout-là de la dérivation? Oui, ça c'était correct. C'était le numéro après que j'ai eu la misère. Le 2, d'habitude, ça suscitait des Non, je pense que questions. Mais le 3, on en bave. ouais, Et le point est, en négligeant le courant I1, le courant qu'il y a dans M1, et j'étais en train d'enregistrer le module de cours, j'étais accroché, j'avais pas envie de recommencer, et puis c'est quand je suis arrivé là que je me suis rappelé vraiment, à la page suivante, je me suis rappelé vraiment que c'était quoi le bobo, là, quand on arrive là. Le problème est, c'est quoi la question? Retournons à la question. C'est pas si sorcière que ça. Calculer la plage dynamique du signal d'entrée. Moi, je vous dis, ce problème-là, j'y mettrais un X, problème difficile, et ce serait un problème, dans le fond, qui serait plus approprié de faire avec LT-Spice, mais il y a quand même un élément pédagogique pertinent dedans. Et le point ici, c'est en négligeant I1. C'est quoi cette affaire-là? Donc, si je néglige I1, là, je veux trouver quelle est l'excursion négative la plus basse que je peux faire sur la sortie. Puis là, il y a un bout, quand je dis ça, les étudiants me regardent avec des grands yeux les autres années, ils ne comprenaient pas. Et pour tenter de répondre à cette question-là, et dans ces équations, il y a quelle est la valeur, quel est le delta V au repos sur le condensateur C2. Et donc, évidemment, au repos, quand il n'y a pas de signal, il n'y a pas de chute dans RL. Donc, il y a un delta V de 0 ici. Et donc, il faut regarder le VDS au repos qui est égal au VGS. Donc, si je m'en vais au VGS, j'ai 0, pas de courant de grille. Et quel est le VGS? Donc, le nœud qui est là commence à moins, non, on l'a trouvé, on a trouvé le VGS. Parce qu'évidemment, c'est pas évident. On a trouvé en quelque part que le VGS était ça. Donc, pour que ça fonctionne au point où on veut, on a trouvé le VGS. Donc, j'ai un VGS de 2,658. Donc, en polarisation, il y a 0 ici. Donc, il y a 0 ici et il y a 2,658 de différence ici. Donc, au repos, cet amplificateur-là commence avec une source à moins 2,658. S'il y a 0 ici, puis moins 2,658 là, il y a donc
moins plus 2.658. Je ne sais pas si je suis capable d'écrire avec ça. Ça écrit mieux que l'autre. 2.658. OK. Donc, je commence avec 2.658. J'ai 0 ici, j'ai moins 10 là. Et première réponse, qui n'est pas trop difficile à obtenir, je vais dire quand je suis sur le point d'écrêter. Donc, j'ai mon signal, puis il y a deux côtés à l'analyse, il y a la positive, puis il y a la négative. Là, je suis en train de faire l'analyse du côté négatif. Et quand je suis en train de faire l'analyse du côté négatif, je me demande avec quelle différence de tension sur RL, avec quelle différence de tension sur RL, je vais écrêter. Et je vais écrêter, essentiellement, la réponse, c'est quand il n'y a plus, quand je fais rentrer M2 dans un mode triode. Donc, quand est-ce que je fais rentrer M2 dans un mode triode? Bien, je vais dire, quand je suis rendu là, c'est que essentiellement, il n'y a plus aucun courant qui vient de M1 et tout le courant qui va à la charge est rendu dans le transistor. D'accord? Donc, si je dis le courant est rendu suffisamment bas pour qu'il n'y ait plus aucun courant qui est fourni par I1. Donc, tentons de résoudre le problème en disant, et ça c'est une chose que je vous ai dite à quelques reprises, tout est non linéaire. Toute solution dépend d'hypothèses. Puis là, je le fais à bras, c'est très long. Donc, je fais une hypothèse. Faisons l'hypothèse que j'ai le droit de négliger I1. Si je fais l'hypothèse que j'ai le droit de négliger I1, je dis OK, I1 n'est plus dans le, M1 n'est plus dans le portrait, et là, j'ai un moins 2.658 de chute sur R2, j'ai 0 là, j'ai moins 10 ici, et la mise en équation qui est là, c'est à quel moment, à quelle différence de tension M2 va rentrer en mode triode. Donc, ce qui est exprimé là-dedans, c'est le point où M2 va rentrer en mode triode et on trouve la solution à ça. Ça donne moins 6.39. Donc, je m'arrête. Je ne vais pas faire une par une les équations. Je vais tuer tout le monde. Je ne serai pas clair. Vous ne comprendrez pas. Mais est-ce que vous voyez l'idée? L'idée est, je pose l'hypothèse que M1 ne conduit plus et je vais me poser comme question, sachant que je pars avec 0 ici et avec moins 10 là, et avec 2.658 de chute sur le condensateur, en supposant que je suis dans un mode transitoire avec un C2 suffisamment gros pour que le delta V sur C2 ne change pas, à quel niveau de tension est-ce que M2 va entrer dans le mode triode? Et ça, c'est les équations qui sont écrites là. Est-ce que vous comprenez l'idée? Si je vous ai... Oui, merci beaucoup. Oui, non? Non, Oui. regardez, le problème est trop difficile. C'est sûr que je vous le... Il n'est pas dans le mini-test, OK? Ça, déjà, ce problème-là est difficile. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a posé une hypothèse que I1 est rendu à 0. La tension est rendue suffisamment basse qu'il n'y a plus aucune contribution de I1. Le point est, la page suivante, la page épouvantail qui est là, c'est là maintenant, je vais attaquer l'autre forme du problème. Je ne vais pas y aller par la solution facile, je vais y aller au problème pour adultes. Je ne vais pas négliger le courant qu'il y a dans I1, puis je vais l'inclure dans les équations. Et vous voyez ce que ça donne. C'est ça où je me surprends 4 fois pour trouver la réponse. Et la version haut niveau du module, c'est que si je fais le problème pour adultes, là, si je fais le problème pour adultes, là présentement, si je fais le problème pour adultes, la solution, elle est là.
Quand ma solution elle est là, vous regardez ma solution, moins 6,725. Puis là, je m'en vais ici. Puis là, je fais le problème simplifié. Puis j'obtiens moins 6,39. Donc, il y a un petit I1. Et le petit I1 cause une petite différence dans la solution. Fait que finalement, on en avait plein nos bottes avec la version facile de la solution du problème. La version difficile n'a pas de sens à faire en examen normalement. Mais quand je dis que ça n'a pas de sens, quand Nader fait des résolutions de problèmes pour sa thèse de doctorat, c'est ça qu'il fait, hein? Mais il fait beaucoup de choses en simulation, puis de temps en temps, il va faire des choses et qui va faire des choses en équation analytique. Donc, Aref, comme Ahmad, comme Nader, font des genres de choses comme ça de temps en temps, mais pas tous les jours. Donc, de temps en temps, ils vont aller faire des choses comme ça quand Ahmad a fait sa thèse, quand Aref a fait sa thèse et quand Nader est en train de faire sa thèse. Mais est-ce qu'on pose ça dans un mini-test? Jamais. Est-ce qu'on pose ça dans un problème d'examen final si on veut que tout le monde ait 0? Peut-être. Et le point important, c'est qu'il y a deux versions à la réponse. La première version à la réponse, c'est je néglige le courant dans I1. Puis la deuxième version de la réponse, c'est je néglige pas le courant dans I1. Là, je vous dis un petit peu plus loin, parce que c'est pas fini tout ça, je vous dis ici, là, je peux résoudre le problème, puis je peux le résoudre avec une 10 kΩ, mais si j'avais mis une 2 kΩ, ça aurait pris beaucoup plus de courant. Donc, ce serait encore plus compliqué. Maintenant, je vais m'arrêter là, parce que je vais avoir l'air complètement incompréhensible pour tous ceux qui m'écoutent. Donc, le nerf de la guerre, si vous voulez vous essayer à comprendre, si vous voulez vous réessayer à comprendre, le nerf de la guerre est est-ce que je néglige I1, auquel cas il n'est plus dans l'équation, et je fais une analyse de boucle qui est cette boucle qui va de 0 jusqu'à moins 10 avec 2,658 de chute. Et là, je tente de trouver à partir de quelle tension sur VD je vais entrer dans le mode triode et quel serait le courant correspondant. Et ce courant correspondant, ça va correspondre à une chute dans RL qui amène M2 dans le mode triode. Donc, cette chute dans RL, qui est le moins 6,39, donc si j'ai moins 6,39, moins 2,658, ça amène le drain de M2 dans le mode triode, puis là, le M2 est plus capable de tirer du courant. Donc, ça n'ira pas plus loin. Est-ce que j'ai réussi à dire quelque chose qui est compréhensible pour vous? Oui, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais je vous répète, si vous trouvez ce problème-là difficile, je le trouve difficile. Pas un problème pour examen, mais c'est vraiment un problème qui va aussi loin qu'on peut aller dans le cadre d'un cours comme ça. Puis normalement, c'est le genre de choses qu'on ferait en simulation. Donc, si je retourne, je pourrais vous dire, en fait, je suis en train de me demander pourquoi je n'élague pas le matériel pédagogique du cours pour enlever le problème, parce qu'il est juste vraiment trop difficile. Donc, ça, c'est un problème correct. Ça, c'est un problème correct. La question est pertinente sur le point 3, mais c'est un problème qui pousse vraiment la compréhension de comment un MOS marche à un niveau qui est peut-être un peu au-dessus du niveau du cours. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'allais tenter d'aller à un autre problème, peut-être un peu plus, je l'espère, intéressant. Je vais arrêter ça. Je vais arrêter ça. Oups. J'ai fait une bêtise. Il faut que j'arrête mon partage d'écran. Il fait toutes sortes de folies devant moi. J'arrête le partage d'écran. Je voulais revenir, parce qu'il y avait 3 problèmes qui ont été manqués au mini-test. Celui-là, ben, on comprend pourquoi. On comprend pourquoi. Correction du mini-test. Ahmad m'a aussi fourni une solution. Oups, je vais aller à suivant. Ça, c'est quand même beaucoup plus facile.
Donc, pour les circuits suivants, utilisant un MOSFET enrichissement, on vous donne des paramètres. Trouvez les tensions marquées. Donc, on vous demande VB, VD, puis on vous demande donc, quelles sont les valeurs pour VB et VD. On peut, en passant, vous pouvez trouver pourquoi tu as appelé ta source VB. Ben, comme ça, on peut changer dans les problèmes d'examen, puis sinon, on peut moduler le problème comme on veut. Donc, A, on vous demande de trouver IA. B, on vous demande de trouver VB. C, on vous demande de trouver IC. Et D, on vous demande de trouver VD. Et c'est normalement, dans chacun des cas, une application directe de l'équation. Encore une fois, c'est difficile de faire un problème plus facile avec un MOS. Donc, vous avez K, le petit piège classique, le 1,5, fois le KP, le mu n Cox W sur L, puis on vous a donné mu n Cox, on vous a donné W, on vous a donné L. Donc, il y a une première difficulté qui est de réaliser que le K', KP, mu n Cox, c'est une partie de l'histoire. La deuxième partie de l'histoire, c'est quoi le facteur d'échelle du transistor. Ça peut vous sembler bidon, cette affaire-là, mais quand on travaille, quand chacun de mes collaborateurs, Ahmad, Aref, Nader, fait du design, on a vraiment, en microélectronique, on peut dessiner le transistor comme on veut, et on dessine le transistor avec le L qu'on veut et avec le W qu'on veut, et les dimensions qu'on met dans le dessin, déterminent la force du transistor. Donc là, maintenant, on peut calculer la force du transistor. Il y a toujours le petit 1,5 qui est la question piège. Donc, il faut commencer par se calculer le bon cas. Et bien sûr, si on n'a pas le bon cas, ben on a 0 pour tout le reste du problème. Bon, oui, c'est vrai. Donc, le problème est malheureusement chaîné. C'est un des problèmes qui est, vous pouvez comprendre, puis vous faire attraper à une, vous pouvez dire une poigne. Tout le reste, c'est des calculs bêtes. Le problème, il est vraiment à 50% là, à savoir se rappeler, avoir à portée de la main cette équation. Ça, c'est quand même important. C'est vraiment important. Encore une fois, c'est difficile de faire des problèmes plus faciles que ceux-là dans ce cours. Les problèmes qu'on va vous poser à l'examen final sont au moins aussi difficiles que ça. Donc, avoir cette équation à portée de la main, donc on vous a donné le mu n Cox, on vous donne le WL, et le grand K, c'est 1,5 fois mu n Cox W sur L. Une fois que vous avez ça, le reste, c'est pas mal une application directe. C'est pas mal une application directe de l'équation. Et puis là, on va voir qu'est-ce que j'ai. Si j'ai VGS est égal à symbole, ben, puis j'ai un seuil égal à le seuil. Le seuil est là. Mettre la couleur, là. Je pense que c'est visible. Donc, on a le VT qui est ici. VGS moins VT, j'ai 5 moins 2. Si j'ai le cas, ça devient une application directe, ça donne le courant. Deuxième problème, on vous dit, si j'impose que il y a 0,4 mA, ce serait possible avec un miroir de courant. J'impose qu'il y a 0,4 mA là, ça va être quoi la tension, le potentiel au point B ou que, et donc là on dit OK, VGS, VSD est égal à, oui, pour rendre un petit peu complexe, on met un P. Donc là, on met le problème à l'envers, c'est un P. Donc VGS est ici, VDS est là. Donc au numéro B, il y a une complexité de réaliser qu'on est maintenant devant un P, un transistor P. Donc le VSG, VGS, VSG, VGS, c'est pareil. VDS est le même. Donc forcément, ça veut dire que
le transistor est en saturation. Donc, que l'équation est en équation de saturation, comme on a le cas, c'est 0.1 fois VGS moins VT. Puis, c'est quoi le VT? Là, oui, il y a un autre piège. Oui, il y a un autre piège. La norme de VT du seuil est de 2 volts. Mais le seuil d'un transistor P est de moins 2. Ouais, donc, Aman il a posé un problème qui a l'air vraiment simplet, mais dans lequel il y a une première pointe, trouver le première pointe, c'est un P. Deuxième point, calculer le K. Troisième point, VT est égal à moins 2. La norme de VT, c'est 2, donc mettre moins 2. Puis là, ça devient un calcul direct, puis vous sortez votre calculatrice. Donc, et là, on peut résoudre avec ça le courant de saturation. On a le courant de saturation. Et donc, si le VGS est égal à un petit peu, ce qu'il fait ici, là, VSG est égal à moins 4. C'est sa quadratique. Et donc, il faut résoudre sa quadratique. Et donc, pour résoudre sa quadratique, quatrième difficulté. Donc, finalement, ce problème qui a l'air simplet, qui est écrit dans une ligne, moi, je ne suis pas capable d'écrire ça en une ligne comme ça. Il faut vraiment le développer en 4, 5, 6 lignes. Ça prend une feuille, papier et crayon pour le développer. Donc, ce problème-là est plus difficile qu'il n'en a l'air. Maintenant que j'ai compris ce qu'il a écrit, je vais vous le rejouer d'une façon plus pédagogique. Donc, maintenant que je vais vous le rejouer dans un mode plus pédagogique. Donc, il y a ce qu'il faut en haut pour calculer K. Le transistor est un transistor P. VGS est égal à VDS. Donc, le transistor sera saturé. Donc, l'équation d'un transistor en saturation s'applique. Le courant est forcé et imposé comme étant égal à 0.4. Donc, l'équation du courant, elle est là. Le K, vous l'avez calculé. VGS moins VTH. Mais VTH, ça c'est le VT, c'est 2 en magnitude, mais c'est moins 2. Donc, il y a moins 2. Ce n'est pas une erreur. Donc, VSG plus 2. Donc, 0.1 fois VSG plus 2 au carré. Et là, qu'est-ce qu'il est en train de faire ici? Je ne suis pas très sûr que je comprends ce qu'il a fait là, mais en réalité, c'est comme une autre équation qui permet de trouver c'est quoi le VSG, et donc le VSG devient égal à moins 4. Donc VB est égal à plus 4. Voilà. Donc, ça, c'est ce problème-là. Effectivement, il est un petit peu plus compliqué qu'il pourrait y paraître à prime abord, parce qu'il y a plusieurs complexités dans ce problème. Mais mettons que ça pourrait être un problème amusant pour l'examen final, juste pour voir ceux qui écoutaient aujourd'hui. Vous êtes 23 présentement, et avantage à ceux qui écoutent en classe. Donc, peut-être qu'on va se permettre de le reposer à l'examen final, pourquoi pas. Donc, là, maintenant, j'ai le C. Donc, j'ai 0, j'ai 0, j'ai un seuil de 2. Ah, ben ça, c'est facile. Le transistor est bloqué. Donc, IC égale IC. C'est pas IC, c'est ID. Bon, d'accord. Ici, oui. Monsieur Tournier, go. Oui, moi j'ai une question. Si on avait mis une source de courant au drain dans le C, est-ce que le courant aurait toujours été nul ou ça aurait été égal à la source de courant? Dans le cas de C, on peut poser des problèmes où il y a une contradiction et la source de courant est-elle une vraie source de courant? Bonne question. Si c'est une source de courant réelle, source de courant physique, ben ça dépend encore de la source de courant. Les genres de sources de courant que vous allez faire au laboratoire avec des miroirs de courant ou avec des transistors, c'est
Excellente question. C est un commutateur fermé. Il est off. Tant que tu n'auras pas atteint un VDS ou un VDG qui fait claquer le transistor, là on change de modèle, hein? Tant que tu n'auras pas atteint un VDS à ce point qui excède les capacités de blocage de ce transistor, le transistor est off, la source de courant va devoir céder. Je vais faire une analogie. Je prétends qu'il y a un courant de 1 litre à la minute dans un tuyau et il y a un robinet au bout du tuyau. Le robinet est fermé. Clairement, il y a une contradiction. Si ma pompe qui veut fournir 1 litre par minute est assez forte pour casser le robinet va se casser. Si la pompe n'est pas assez forte pour casser le robinet va bloquer, la pompe va se casser. Donc, il y a quelque chose qui va céder. En bon canadien, on dit « something's got to give ». Et donc, excellente question, ce n'était pas la question qui était posée, c'est une excellente question. Donc, si j'arrive ici, pour ceux qui n'ont pas compris cette interaction, j'arrive ici, je dis ici qu'il y a une source de courant de 1 milliampère et je mets le transistor comme ça et je retourne la question et je vous demande, qu'en pensez-vous? Très belle question pour l'examen final. Donc, très belle question pour l'examen final. Vous désirez, vous construisez ce circuit avec les paramètres suivants. Que va-t-il se passer? Écrivez-moi une petite dissertation de 4 lignes où vous m'expliquez ce qui va se passer. Ce qui va se passer est le transistor qui agit comme un commutateur avec un VGS égale 0 alors que VT égale 2, ce commutateur est bloqué et si la source de courant n'est pas capable d'amener le transistor dans un mode de claquage, vous vous rappelez qu'un transistor, ça a des courbes qui ont cette gueule-là, et ça, c'est quand vous arrivez à la tension de claquage VDS, donc la tension de drain est rendue suffisamment élevée pour que la zone de charge d'espace du transistor ait complètement pénétré la zone de canal, donc la charge d'espace du drain atteint la charge d'espace de la source et le transistor cesse d'être capable de résister, la source de courant va gagner. Donc, si votre source de courant est véritablement idéale, donc par exemple, vous avez un appareil au laboratoire, un appareil de 5 000 $ avec une source de courant qui a un bloc d'alimentation qui est capable de monter jusqu'à 100 volts. Et cette source est vraiment capable de fournir 1 milliampère indépendamment de la résistance du commutateur. Ben, elle va vous amener exactement là jusqu'à temps de trouver 1 milliampère de courant. Et même, on pourrait même aller plus loin dans le jeu de cette discussion. C'est plus une droite de charge qui s'applique, c'est carrément une source à courant continu. Le transistor, possiblement, ne va pas se détruire. Avec 1 milliampère, vous allez forcer un courant ID de 1 milliampère. Et en forçant un courant ID de 1 milliampère, pour trouver la solution, vous vous mettez sur une droite horizontale à ID est égal à 1 milliampère et le transistor ne sera plus dans un mode saturé, il va entrer dans le mode claquage. On ne va pas là souvent avec les transistors. Moi, c'est un cas du coup. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, c'est bon, merci. Fait que, si je comprends bien, si c'était un miroir de courant, on peut conclure que le courant serait nul dans le transistor ici, puis dans les deux miroirs de courant. Si ça venait d'un miroir de courant, le genre de miroir de courant que l'on fait,
avec une tension d'alimentation inférieure à la tension de claquage, là, c'est le miroir de courant qui va céder. Regardez, par exemple, on a ce problème-là. On avait ce problème-là. Ah ben, le module, il faudrait que je ramène le module. Regardez, pour répondre à votre question, je vais y répondre intelligemment. Pour répondre à votre question, je vais retourner en partage d'écran. Je vais retourner en partage d'écran. C'est un problème tout à fait légitime. Oui, je pourrais poser une question comme ça à l'examen. Et ce serait tout simplement une variante de la question que vous venez de me soumettre. Partage de l'écran. Là, je retourne à ici. J'ai perdu mon drain commun. Je vais retourner à mon drain commun. Puis le problème, on l'avait en plein visage tantôt. On l'avait en plein visage sous une version un peu moins théorique. Donc, je ramène mon drain commun ici. Je ramène mon module drain commun. Je relance mon partage d'écran. Je retourne à mon problème épouvantail. Je retourne à mon problème épouvantail. Et je fais mon... Est-ce que vous voyez l'écran? Oui. OK. Donc, dans mon problème épouvantail, oui, est-ce que j'ai une efface? Oui, l'efface dans cet univers-là. Dans cet univers-là, comment, où est l'efface? L'efface est ici. OK. L'efface ne marche pas pareil. Elle marche comme un tampon. D'accord. C'est de la misère, comme vous voyez. C'est vraiment pas aussi convivial. Mon éditeur de PDF n'est pas aussi convivial que l'éditeur de VIA. Donc, voilà. Donc, j'ai effacé. Donc, essayez d'imaginer, pour les besoins de la cause, que le seuil ici est de combien? On s'était doté, je vais fermer ça pour que ce soit plus visible, et je remonte parce que je ne m'en rappelle plus. Je remonte de 1. La donnée du problème est, le seuil est de 2 volts, comme un VN 2222. On aime ça, un VN 2222. Donc, je m'en vais ici, et essayez d'imaginer que je mettrais à ce point, bon, par exemple, intéressant. Wow. C'est difficile de le voir ici. Je ne sais pas si vous voyez le jeu qu'on a fait. Vous ne le voyez certainement pas. Moi, je viens juste de le voir. Moins 6.39. OK? Moins 6.39. Si j'imposais ici moins 6.39, et puis j'ai mon signe, oui, j'ai moins 6.39. Normalement, si je mettais moins 6.39 en DC ici, avec 0 ici, ça met mon transistor en conduction. En réalité, c'est comme si j'arrive pas à le faire. OK, je change mon fusil d'épaule. OK? Je change mon fusil d'épaule. Le cas de figure que vous me posez se passerait pour vrai dans ce problème-là si j'avais un P ici. Si ceci était un P, je vais modifier le problème. Et quelqu'un disait, ben oui, j'ai juste à faire un gabarit pour mimer votre problème, puis je vais être capable de l'attaquer, votre problème. Oui, OK, mettons. Mettons que VD est égal, je vais mettre un VD ici, là. Je vais mettre un VD. Je vais mettre un VD. Je suis en train de changer le problème. Hein? Ce n'est pas le problème d'origine. Je dis VD égale 0. Puis je dis M1 est un P.
M1 est un P. Oups, pardon. Là, j'arrive ça. Oups, dans ma boîte moi, je veux des taux. Elle n'est pas belle. Je peux la modifier, cette boîte. Capable. Non. Excusez, cet éditeur est vraiment pas joli. M1 est un P. Qu'est-ce qui se passe si VD égale 0, que M1 est un P et que le seuil est de 2 volts? Ben, M1 est bloqué. Ben, c'est exactement le même problème, mais avec un P. Donc, le cas de figure que vous venez de me proposer se produirait vraiment avec une source de courant si M1 était un P, que VD était égal à 0, M1 serait sous le seuil, M1 serait bloqué, et le problème que l'on... Et donc, je pourrais transformer ce problème-là. Vous pensez que vous êtes face à un problème que vous avez déjà vu, mais ça devient un autre problème, et ça devient ce problème, et donc, et là c'est avec un N, mais bonnet blanc, blanc bonnet, c'est pareil. Je suis en dessous de VGS, le transistor ne conduit pas, j'ai une source de courant qui essaie de pousser, mais la source de courant, elle ne peut pas faire plus que la tension d'alimentation que je lui donne. Donc, clairement, elle ne sera jamais capable d'amener le transistor en mode claquage. Donc, c'est pas un problème idiot. Et puis, il y a un bout du labo que je vais vous faire en explication. Possiblement, on va élaguer des choses dans le labo, mais il y a des choses que j'aimerais que vous observiez. C'est très, très plausible ce que vous voyez là. Si je veux faire un convertisseur analogique à numérique, je mets une source de courant qui est nominalement capable de fournir 1 mA et je mets en série une switch, un commutateur. La switch va dominer. La switch va bloquer la source de courant et le courant ne va pas exister. Donc, si je modifie encore ce problème et que j'amène sur ce nœud, mettons que je mets une source de courant, je m'arrange pour faire une source de courant. Et je mets sur ce nœud un Kirchhoff de courant, ben, je peux prendre la source de courant que j'ai fabriquée et la mettre on ou off et venir l'ajouter dans un convertisseur numérique à analogique. Donc, ça peut sembler un problème idiot, mais ça ne l'est pas du tout. D'accord? Donc, merci pour la question. C'était pas la question, c'est une question qui est beaucoup plus difficile que la question qui a été posée, mais beau problème d'examen, pourquoi pas. OK. Est-ce que... Oui, ça va? Ça répond? Le VGS, si le VGS serait en dessous de la tension du seuil, dans le fond, il n'y aurait pas de courant, mais si le VGS était au-dessus, c'est là que ça claquerait, puis c'est là qu'il y aurait du courant. C'est ça? Si je comprends bien? Je répète de façon précise et exacte. Cours de circuit. Définition d'une source de courant idéale. Une source de courant idéale est un élément circuit qui fournit le même courant quelle que soit la tension à ses bornes. Une source de courant réelle est limitée dans la tension qu'elle peut fournir. Donc, pour répondre à la question, il faut savoir, s'agit-il d'une source de courant réelle ou d'une source de courant idéale? Et si c'est une source de courant réelle, quelle est la tension maximale qu'elle est capable de fournir pour tenter de faire ce que vous lui demandez? Vous êtes un concepteur en circuit électronique, vous fabriquez une source de courant, vous la mettez dans un montage. Une source de courant idéale, ça n'existe pas. Parce qu'une source de courant idéale serait appelée à fournir une tension infinie. Mais on n'est pas capable de faire ça, c'est un composant qui n'existe pas. Donc, comme une source de courant idéale, ça n'existe pas, toutes les sources de courant sont des sources de courant réelles, et une source de courant réelle va
tenter aussi fort qu'elle peut de faire ce que vous lui demandez jusqu'à temps qu'elle manque de jus. Donc, je reprends mon analogie de la plomberie, puis ma pompe qui essaye de fournir 1 litre par minute, elle a une pression maximum de 100 PSI. La pression est en analogue à la tension. Puis mon robinet que j'ai mis au bout, lui, il est capable de soutenir 500 PSI. Donc, essaye-toi, donne-moi ton 100 PSI, ça ne marchera pas. Tu vas être obligé de ravaler ton 1 litre par minute, puis ça va déborder ailleurs dans le système. D'accord? Donc, c'est une excellente, en fait, le développement de la question que vous posez, ça a l'air d'un problème simplet, mais ça a des applications concrètes, pratiques à plusieurs endroits. OK, c'est bon. Merci beaucoup. Merci. Merci pour la question. Question très intéressante. Oui, j'ouvre le micro. Donc, Madame Ramirez. Bonjour. En fait, ce serait pour la diapo de polarisation des MOS à la page 18. J'essaie de faire le problème et j'avoue que j'arrive proche de la réponse, mais c'est pas la réponse. Et je l'ai fait vraiment. Au début, je le faisais sans rien, mais après, j'ai cherché et j'ai trouvé que ça ressemble beaucoup au quiz 8, mais pourtant, j'arrive pas à la même réponse. Fait que je trouve ça un peu louche. Écoutez, il y a toujours une possibilité réelle, à savoir qu'il y a une erreur là-dedans. C'est possible. Je ne vous dis pas qu'il y a une erreur là-dedans. Je n'ai pas la solution à portée de la main, mais je peux regarder avec vous, je peux vous dire ce que je ferai, et si vous y arrivez toujours pas, envoyez-moi votre solution de façon écrite, puis peut-être que je changerai l'acétate en disant, ben, zut, il y avait une erreur. Bon, donc, j'ai pas de fausse pudeur, c'est pas moi qui les ai créés, et puis à un moment donné, bon, vous savez très bien, je vous l'ai dit plusieurs fois, si vous vous contentez à lire des solutions, vous n'êtes pas capable de faire les problèmes. Donc, regardons le problème. J'ai soit ces données, OK, 10 mégomes, 10 mégomes, devenez équivalent, 5 volts. Je vais mettre de la couleur dans mon pointeur. Je pense que vous ne voyez pas mon pointeur. Donc, je mets mon pointeur en rouge. Donc, 10, 0, devenant équivalent. Donc, je coupe. De toute façon, il y a un I de 0. Ça va très bien. Donc, j'ai 10 mégomes, 10 mégomes. Ça me donne 1,5 de VDD, 5 volts, avec une impédance de sortie qui est 10 en parallèle avec 10. Donc, VG égale à 5 volts, ça devrait aller. Ouais, ça c'est parfait. VS égale 3 volts. Quel est le VS dans ce problème? On vous dit que K', W sur L est égal à 1,5. Là, ça commence à faire quelques fois que je vous préviens. N'oubliez pas le 1,5. Parce que ça, c'est K', W sur L. Grand K, c'est 1,5 de ça. En avez-vous tenu compte? Oui, j'en ai tenu compte. Ça peut être un endroit où vous vous êtes emmêlé les pinceaux. Donc, je vais... un de vous m'a dit, écrivez s'il vous plaît. Oui, je suis d'accord, complètement d'accord. Donc, je vais écrire texte. Donc, là, il faudrait ensuite aller, oups, en jaune, vous ne verrez rien. Je change de couleur. Je vais m'en aller en noir. Je reviens avec l'outil texte. L'outil texte en noir. OK. Donc, si j'ai grand K, là, j'ai un affaire, j'en fais un autre, désolé. Donc, Shift, grand K. Bon, mon caps lock est actif. Grand K. Grand K fois VGS moins, je fais comme ça, VGS moins VT, parenthèse, au carré. Donc, ça va faire ça. Je n'ai pas accès à des choses sophistiquées ici. Donc, K fois VGS moins VT au carré. OK. C'est quoi K? K, c'est égal à 0,5 fois petit k.
Et donc, c'est égal à 0,5 MA par, je dis anglais, volt carré. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est un endroit où oui, vous je pouvez vois vous ça. tromper dans les calculs. À partir du moment où j'ai ça, là, il faut ensuite écrire une équation qui est quelque chose comme 5 moins VGS moins RSIS égale 0. Vous voyez ce que j'ai fait? Oui, Donc, 5 moins VGS moins RSIS est égal à 5. OK. Bien sûr, contrairement à un transistor bipolaire, ici, IS est égal à ID, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas de courant qui s'ajoute qui vient de la grille. Donc, je retourne en mode texte. Je ne sais pas si je suis encore en mode texte ou si je l'ai perdu. Je l'ai perdu, je reviens en mode texte. Donc, je reviens en mode texte. Et donc là, si je reviens en mode texte, je devrais pouvoir écrire que ID est égal à IS est égal à K. Ben, on l'écrit en haut, là, K, ce qu'on a écrit en haut. K fois VGS moins VT au carré. ok. Et là, ensuite, ben, il faut développer. Puis, on va avoir une quadratique, puis il faut la résoudre, puis il ne faut pas se tromper. Ben, je vais essayer avec cette façon de faire, parce que j'avais plus commencé avec le VD, mais je vais essayer avec ça, puis je vais voir si ça marche. Merci. Si ça ne fonctionne pas, je peux pas, je me couperai pas la main là, s'il y a une erreur de calcul là-dedans, mais les étapes, si j'avais à le résoudre, je vous les montre. Et là maintenant, bon, très probablement, vous allez avoir une quadratique à résoudre. Ok. Ben, je vais essayer ça. Merci beaucoup. Là, je le vois un peu plus d'un autre angle. Merci. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il est 10h05. Je crois que le mini-test est bien à 10h30, n'est-ce pas? Écoutez, je vais me taire, puis je vais vous écouter s'il y a d'autres questions. Je vais éteindre le micro si vous me permettez. C'est une longue session.